Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidin. Dites tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, accompagné d'autres personnalités, se sont joints aux habitants du secteur Rusarabuye, un district de Burera, pour le lancement officiel de la saison agricole 2025B. Au site de Rutuku, de pommes de terre sont plantées sur une superficie de 16 hectares, mais dans l'ensemble, dans le district de Burera, les pommes de terre seront cultivées sur plus de 7000 hectares. Les habitants du secteur Rusarabuye, en district de Burera, ont pris le temps de préparer la terre afin d'éviter tout retard de la plantation. En général, les habitants de la région affirment avoir reçu des semences de qualité et des engrais à temps, ce qui les aidera à obtenir une bonne récolte. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a poursuivi sa visite en district de Burera en se rendant dans le secteur de Kianika où il a visité une école de formation professionnelle technique située à 2 km de la frontière de Kianika qui relie le Rwanda à l'Ouganda. La visite du Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, dans le district de Burera s'est poursuivie dans une visite à l'usine de vêtements Nogoshi Holding située en secteur Kianika. Cette usine produit des vêtements destinés à la vente sur le marché national et à l'exportation. Actualité nationale toujours, le gouvernement du Rwanda fait observer que la sécurité du pays et de ses habitants doit être la priorité plutôt que de se laisser intimider par des sanctions comme le font actuellement certains pays étrangers qui les justifient par des intérêts politiques liés à l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec Kassim Issouf. L'autonomie et la dignité sont parmi les choix que différentes personnes estiment avoir à différents moments permis au Rwanda de se relever, notamment après le génocide perpétré contre les Tutsis. L'autosuffisance et les solutions locales étaient les piliers clés de chaque décision prise à l'époque, car le Rwanda n'avait pas d'autre option. Le point de départ était sous zéro, sans aide extérieure, donc la seule voie à suivre était de développer nos propres solutions. Sans cette approche, la survie du Rwanda aurait été en danger. En août 2012, au moment où le Rwanda était sous pression des pays étrangers qui avaient suspendu leur aide en raison des accusations selon lesquelles il soutiendrait le groupe M23, il a lancé le Fonds de développement Agaciro. Les analystes politiques considèrent cette initiative comme un signe de la résilience du Rwanda depuis l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis jusqu'à aujourd'hui, ce qui renforce l'image du Rwanda comme un pays, certes petit en taille, mais grand en matière de volonté et de détermination. Chaque Rwandais sait d'où nous venons. Nous avons commencé par le génocide de 1994 commis contre les Tutsis. Cependant, l'autonomie découle de ceux qui l'ont arrêté, les Rwandais eux-mêmes, sans aucun soutien étranger. N'ayant aucune option extérieure pour survivre, notre force s'est forgée par nécessité. C'est là où émane notre force. La force qui prouve que nous ne sommes pas si faibles que cela semble être et que personne ne peut prétendre avoir le droit de décider sur notre sort. Nous tirons donc cette autonomie dans notre histoire tout en tenant en considération le chemin que nous avons parcouru. Partout où le gouvernement congolais a l'occasion de s'exprimer, il ne fait que demander des sanctions contre le Rwanda en se basant sur les problèmes de sécurité persistants dans sa partie est. C'est ce que l'ambassadeur Ernest Rwamucyo qualifie de réponse inappropriée à cette situation. Si les sanctions étaient une réponse,
ou une mesure pour résoudre cette crise régionale, le Rwanda serait parmi les premiers à les soutenir. Mais l'histoire a montré que cela a eu un effet contraire. Cela attise les divisions et freine les efforts régionaux pour trouver la paix. Dans un entretien avec la radio-télévision suisse RTS Info, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a fait remarquer que le Rwanda ne craint pas les sanctions car ce qui est essentiel pour le pays, c'est la sécurité de ses citoyens. Nous n'avons pas peur d'être isolés diplomatiquement, nous n'avons pas peur de sanctions. Ce dont on aurait peur, c'est de laisser notre pays et notre population sans défense. Et c'est la menace existentielle qui existe, qui nous fait beaucoup plus peur que ces sanctions internationales, puisque nous avons souffert l'innommable en 1994. Et le Rwanda n'acceptera jamais de revivre ce qui s'est passé chez nous à cause de ces groupes génocidaires qui sont maintenant entretenus par le gouvernement congolais. La sécurité du Rwanda, la dignité et l'autosuffisance sont des principes sur lesquels le pays doit s'appuyer au lieu de se laisser intimider par des sanctions imposées par l'Occident, comme l'a indiqué le secrétaire d'État chargé de la coopération régionale au ministère des Affaires étrangères, le général en retraite James Kabarebe. Nous devons œuvrer pour notre autosuffisance car les menaces auxquelles nous faisons face s'appuient sur leur aide. Pour nous, il est crucial de rester concentré sur la préservation de notre dignité. Que ce soit dans l'agriculture, le commerce ou tout autre secteur, nous devons veiller à ce que nos projets soient bien exécutés et alignés avec notre chemin vers l'autosuffisance pour éviter qu'on nous impose ce qu'on doit faire. L'autonomie est la seule arme que nous possédons. Dans un communiqué que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rendu public après que le Royaume-Uni ait décidé de sanctionner le Rwanda comme réponse à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, il est précisé que le Rwanda considère cela comme de la partialité et une entrave aux efforts mis en place par la communauté est-africaine et la communauté de développement des pays d'Afrique australe et SADC pour résoudre définitivement ce problème. Vous êtes toujours sur Rwanda Télévision, la chaîne nationale rwandaise. La suite le temps national, régional et international reste marqué par la crise à l'est de la République démocratique du Congo, l'actualité. Il y a également cette tribune publiée dans un journal en France intitulée Crise en République démocratique du Congo. Il faut regarder la situation en face. Pour un peu décrypter cette tribune, nous avons l'immense plaisir de recevoir le professeur Vincent Duclerc, historien, chercheur titulaire au CEPRA. Bienvenue à vous donc, professeur Duclerc. Bonjour Patrick Niri-Dandy. Voilà, l'actualité régionale reste marquée par la crise à l'est de la République démocratique du Congo, avec donc l'actualité récente, hein, les chutes des villes de Goma et Bukavu entre les mains de la rébellion du M23. Il y a également cette actualité où on voit des grands pays s'élever comme un seul homme contre le Rwanda, sans pour autant chercher à connaître l'historique même de ce conflit. Et dans votre tribune, vous êtes revenu en détail sur ce qui s'est passé depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui dans la région de Grand Lac, plus précisément au Rwanda notamment. Et vous avez mentionné, je vous cite, « Il est stupéfiant de voir tant d'analyses s'enfermer dans une stigmatisation
exclusive du petit Rwanda, alors que certaines réalités devraient être interrogées. Qu'est-ce qui a motivé votre intervention? Je rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous avez publié cette tribune avec d'autres chercheurs, historiens et également journalistes basés en France. Oui, merci. Alors, cette tribune, nous voulions la concevoir, l'écrire collectivement et la publier. Et donc, on remercie le journal Libération, qui est un grand journal, un grand quotidien français, de l'avoir publié. Parce que effectivement, elle intervient contre une situation médiatique, une situation politique aussi dans le monde, visant à accabler de toutes les responsabilités, de tous les maux, le Rwanda dans la crise en RDC, dans la crise au sud et nord Kivu. Et ça nous a paru effectivement extrêmement faux d'accabler ainsi le Rwanda sans considérer au fond la situation historique. Depuis, je dirais, avant même le génocide des Tutsis, et puis aussi la manière dont la situation présente est décrite comme s'il y aurait une équivalence entre les atrocités imputées au M23, on peut y revenir, elles sont largement, surestimées et fantasmées, donc équivalence entre les atrocités qu'aurait commis le M23 et puis les atrocités, là, bien plus fortes, bien plus réelles, commises par les milices patriotiques, par les FDLR, par l'armée congolaise. Et donc là, il y a quand même des faits de vérité qu'il faut rétablir, et nous avons souhaité les rétablir dans cette tribune effectivement collective, associant des historiens, Stéphane Douarouzeau, Hélène Dumas, Florent Piton, Marcel Kabanda, mais aussi, des écrivains, Boris Boubacar Diop, mais aussi des journalistes très connus, Patrick de Saint-Exupéry, Jean-François Dupaquier, et puis des militants, des personnes qui œuvrent pour la justice qui est si importante, aujourd'hui, en particulier. Donc j'ai le plaisir de citer Alain Gauthier qui préside le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Oui, donc vous avez mentionné ces raccourcis, dans la région où on veut présenter cette situation comme une agression des Tutsis rwandais contre le Congo en voulant imposer cette thèse. Alors, donc qu'on soit bien clair, et là je m'adresse d'abord à la société rwandaise, dont une bonne partie est formée de jeunes qui, heureusement pour eux, en fait, n'ont pas connu le génocide perpétré contre les Tutsis. Et en fait, le point de départ, je crois, c'est la haine anti-Tutsi dans les années 1990, qui était extrêmement vive, au Rwanda, puisque c'était vraiment le ressort du projet génocidaire du régime Habyarimana et des extrémistes Hutus, mais aussi cette haine anti-Tutsi, elle existait au Burundi, elle existait dans le Zaïre, le Congo s'appelait à l'époque le Zaïre. Et déjà, effectivement, il y a des menaces très fortes contre les Tutsis congolais, contre les Congolais rwandophones qui sont, par une espèce de mécanique totalement primaire, associés forcément à des Tutsis, et contre des populations comme les Banyamulenge, qui sont depuis de très nombreuses années en fait installées au Kivu, et donc une violence qui existait contre les Tutsis congolais. Du reste, il faut se souvenir qu'avant le génocide des Tutsis, le régime Habyarimana et le régime Mobutu étaient alliés, et alliés dans, au fond, cette obsession raciale, alors même que ni, au Rwanda, ni, au Congo, Zaïre, il y a effectivement un tribalisme des ethnies, ce sont d'abord des nations. Et ça, c'est important à souligner parce que le génocide des Tutsis va
faire 1 million de morts, comme on le sait, en 100 jours, hein, va pouvoir être arrêté par l'offensive des troupes armées du FPR, hein, commandée par le général Kagame. Ça, il faut le souligner aussi. Je veux dire, le FPR arrête le génocide, effectivement, au moment où il est très avancé. Mais il y a cette action décisive. Et en fait, plutôt que d'avoir, je veux dire, une neutralisation eh bien, des génocidaires qui fuient vers la zone française, turquoise, hein, puisque la France intervient à partir du 22 juin 1994 au sud-ouest du Rwanda, la zone turquoise, eh bien, Paris, donc l'autorité politique, c'est ce que nous avons démontré dans notre rapport de 2021, ainsi que le rapport Muse, hein, demandé par le gouvernement rwandais, eh bien, Paris oblige les militaires français à laisser passer les génocidaires, c'est-à-dire à la fois les milices, la garde présidentielle, la gendarmerie rwandaise, les forces armées, et en fait, avec aussi énormément de tueurs donc qui convergeaient vers la zone turquoise. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez des dizaines de milliers de génocidaires qui s'installent au Kivu et qui commencent immédiatement à massacrer les Tutsis congolais, en voulant également reprendre l'offensive contre le Rwanda et, ce qu'on dit effectivement, finir le travail, c'est-à-dire terminer le génocide contre les Tutsis. Donc il est tout à fait légitime que le Rwanda, sorti du génocide, gouverné par eh bien, les vainqueurs du régime génocidaire, c'est-à-dire en particulier le FPR, mais pas seulement, eh bien, se protège. Et donc, il y a des opérations pour tenter d'empêcher ces génocidaires, hein, qui vont se regrouper ensuite sous le terme, effectivement, de force démocratique de la libération du Rwanda, ce qui n'a absolument rien de démocratique, c'est finir le génocide. Et donc, on a là vraiment, si vous voulez, le point de départ. Le point de départ, c'est vraiment le moment où tous ces génocidaires se retrouvent donc au Congo, au Kivu, et entreprennent, je veux dire, de poursuivre le génocide, soit contre les Tutsis congolais, ou ceux qui apparaissent comme des Tutsis, mais aussi contre le Rwanda lui-même. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est on est en ligne directe avec le génocide des Tutsis. Et c'est pour cette raison qu'on fait cette tribune, pour rappeler en fait la profondeur historique de la situation et comprendre aussi qu'il y a, je veux dire, une urgence à protéger les Tutsis du Congo, ainsi que le Rwanda lui-même. Il y a un point important, si vous permettez, Vincent Duclerc. Vous êtes historien, vous connaissez l'histoire des Grands Lacs et du Rwanda particulièrement. Il y a un fait important qu'il faut signaler, les leçons que la puissance coloniale, la Belgique, hein, qui est un acteur majeur dans cette situation, qui est responsable de la situation actuelle hein, dans la région. L'ancien Congo, Rwanda, Burundi était une propriété de la Belgique et c'est la Belgique qui a participé notamment à la tracée des frontières actuelles où de nombreux Rwandais se sont retrouvés dans d'autres pays, notamment la RDC. Vous l'avez évoqué, les Banyamulenge et d'autres populations rwandophones qui se sont retrouvées dans les Massissi, dans le Rutshuru. Et c'est la même puissance coloniale aujourd'hui qui donne des leçons, qui veut une réécriture de cette histoire que pourtant elle maîtrise parfaitement. Vous, en tant qu'historien, comment appréhendez-vous la situation actuelle ? Alors, ce que vous avez dit est tout à fait juste, hein, effectivement. C'est vrai qu'il se trouve que, donc, au Zaïre, aujourd'hui RDC, et donc il y a beaucoup, effectivement, de Tutsis qui, en fait, appartenaient à ce grand ensemble, hein, donc vous avez décrit de la colonisation belge. En fait, dire
avant même le génocide contre les Tutsis du Rwanda et surtout après, eh bien, toutes ces populations qui sont en fait assignées à une race Tutsi, parce que en fait, les Congolais rwandophones ne sont pas nécessairement Tutsis. Et puis de toute façon, on le sait bien, c'est quand même des constructions coloniales qui, en réalité, finalement, ne baissent pas, je veux dire, de manière objective. Mais il y a ces représentations qui font que le Tutsi congolais, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est l'infiltré. On le voit, tout le discours des milices patriotiques, des Wazalendo, c'est effectivement de répéter au fond ce que nous, historiens, on a vu contre les Tutsis du Rwanda et qui a été la mécanique du génocide. Donc c'est ça ce qu'il faut dire. Je pense que en fait ce qui se passe au Kivu, eh bien c'est la poursuite du génocide, d'où effectivement la nécessité pour le M23, qui est un groupe de lutte armée politique, effectivement qui défend les Tutsis, mais qui vise aussi à, s'imposer à Kinshasa pour que le pouvoir de Kinshasa se comporte de manière légale, de manière pacifique, et non pas comme une sorte de gouvernement par les milices et pour les milices. Donc c'est un groupe de lutte armée qui, on le sait aujourd'hui, reçoit le soutien du Rwanda, mais on est effectivement dans, si vous voulez, une situation d'urgence très fort pour le Rwanda, et accabler le Rwanda, comme le fait la communauté internationale, comme le font de nombreux dirigeants de pays européens, dont la Belgique a mentionné, les opinions publiques, tout ça effectivement est d'abord profondément injuste pour l'action du Rwanda, mais aussi profondément, je dirais, négationniste de l'histoire elle-même. Et notre tribune, nous avons voulu effectivement la publier, la publier, pour dire cela et pour qu'on revienne à l'histoire. Parce que si on ne revient pas à l'histoire, on ne comprendra jamais la situation actuelle et on ne pourra pas la résoudre. Parce qu'effectivement, il y a des solutions pour résoudre ce qui se passe aujourd'hui au Kivu et pour faire en sorte que les souffrances des civils cessent. En effet, toujours dans la région, il y a le président de la RDC, Félix Tshisekedi, certains membres de son gouvernement qui n'hésitent pas à prononcer des discours de haine contre anti-Tutsi. Et on voit certaines populations qui suivent à la trace ces genres de discours. Il y a les forces FDLR également qui persécutent ces populations sur les collines en RDC. Et comment expliquer ces silences de la communauté internationale face à cette situation qu'on peut qualifier d'un génocide? Alors, on est en tout cas dans des mécanismes effectivement génocidaires, puisque sont stigmatisés par le pouvoir de Kinshasa, un groupe de population, c'est-à-dire les Tutsis. Et finalement, on enveloppe Tutsis congolais, Tutsis rwandais, c'est l'ennemi absolu, c'est l'ennemi. C'est exactement, c'est exactement ce qui s'est passé sous le régime du Juvénal Habyarimana avant le génocide, où l'ennemi c'était le Tutsi qu'il fallait exterminer. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que le Tutsi du Rwanda a été exterminé. Donc, il faut que les leçons de l'histoire servent. Et elles doivent servir pour la situation actuelle. Il y a, on ne peut pas faire l'équivalence entre l'action du M23 et effectivement certaines bavures, mais qu'il faut, réprimer, même pénalement, comme le président, le général Kagame avait, fait juger des membres du FPR qui avaient commis des actes de vengeance, au moment de la campagne contre le génocide, d'avril-juillet 1994. Donc ça, ces bavures du M23, il faut effectivement qu'elles soient constatées et réprimées, mais ce n'est rien face à l'extrême violence des troupes congolaises, des milices, des FDLR. Et là,
je veux dire, c'est documenté et ça s'inscrit aussi dans une haine globale contre tout ce qui peut apparaître comme Tutsi, y compris, je veux dire, des Congolais rwandophones qui parlent rwandais et qui, je veux dire, appartiennent au Congo. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, la RDC est sous le contrôle de cette extrême violence des milices et de ce discours, de haine contre des minorités désignées. Et donc c'est pour cela, effectivement, qu'il faut repenser la crise au Congo. Il faut regarder la situation en face et comprendre que, finalement, cette situation est effectivement terrible pour les populations civiles, ça, on l'entend bien, mais les violences extrêmes contre les populations civiles ne relèvent pas, ou relèvent vraiment de manière minimale, du M23. Il faut se tourner vers les assaillants qui, et je le répète, et c'est très intéressant, les forces armées congolaises et toutes les milices, tout ce qui gravite autour effectivement de ces combattants, en fait, je veux dire, opèrent d'abord contre des populations. Je veux dire, on l'a bien vu, sont incapables de livrer des combats contre le M23. Et donc finalement, parce qu'elles sont en déroute, elles se vengent de manière atroce sur des civils totalement innocents. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut effectivement rappeler et cesser, je veux dire, de considérer que le Rwanda mène une guerre d'agression et une guerre d'extermination contre les Congolais. Non, effectivement, le problème du Congo, c'est d'abord le problème du gouvernement de Kinshasa et de l'impossibilité d'établir un état de droit et de lancer des négociations avec le M23, avec l'ensemble, je veux dire, des pays des Grands Lacs, parce que ces pays des Grands Lacs peuvent et doivent vivre en paix. Nous allons bientôt conclure cet entretien avec la conclusion même de cette tribune que vous avez publiée avec d'autres chercheurs, journalistes. Vous écrivez « Le génocide des Tutsis du Rwanda est ainsi relativisé, oublié et même nié. Qu'ils soient qualifiés des rwandophones ou des swahiliphones, ce sont bien les Tutsis qui sont menacés d'extermination à Kinshasa et ailleurs en RDC, comme l'a récemment rappelé les évêques du pays dans le communiqué, s'alarmant de la multiplication des lynchages contre des supposés Rwandais, en réalité des Tutsis congolais persécutés en raison de leur fascie. Comme en 1994, notre devoir est d'alerter le public sur l'aveuglement qui conduit à ignorer cette montée des périls. J'écoute votre commentaire sur cela. Oui, on a été très solennel. Je veux dire, travaillant sur le processus génocidaire et la phase paroxystique de la destruction des Tutsis du Rwanda entre avril et juillet 1994, nous voyons effectivement combien, au fond, ces mêmes mécanismes sont à l'œuvre, je veux dire, au Congo, contre les Tutsis congolais et aussi contre les Tutsis rwandais, puisque l'objectif, c'est aussi de finir le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, on est effectivement dans une situation, je veux dire, de menace génocidaire globale, et c'est pour cela effectivement que on doit mesurer et finalement comprendre les raisons pour lesquelles le M23 se bat. Le M23 se bat, je veux dire, si on prend les communiqués du M23, si on prend aussi les communiqués du gouvernement rwandais, il n'y a pas de haine, je veux dire, anti-congolaise. Je veux dire, il y a le constat de l'incapacité et de la corruption du régime de Kinshasa, mais on n'est pas effectivement dans un processus de génocide du Rwanda contre le Congo. Effectivement, on a tout ça est martelé sur des réseaux sociaux, par des articles, y compris malheureusement de journaux sérieux, mais encore une fois, nous avons voulu faire cette tribune pour dire que la connaissance historique, que la connaissance du terrain, imposait de regarder la situation en face et de voir qu'il y a l'urgence, en fait, de défendre ces populations menacées, d'extermination
au Kivu. Et là, effectivement, on comprend mieux pourquoi il y a l'action du M23 et pourquoi, logiquement, eh bien, le Rwanda soutient le M23. Tout cela, effectivement, va dans le bon sens, mais connaissant effectivement l'action du Rwanda, connaissant aussi c'est la volonté du Rwanda, effectivement, d'aller vers la justice, d'aller vers la paix, je veux dire, ces opérations pourront mener, nous l'espérons effectivement, à une situation ensuite de négociation et de mise en sécurité de toutes ces populations. C'est ça l'objectif. Je veux dire, les Grands Lacs ont suffisamment souffert, je veux dire, des massacres de population dans le cadre de ces processus génocidaires. Il faut que ça cesse. Et notre tribune, c'est aussi un cri d'alarme pour qu'on comprenne effectivement la gravité en fait de ce qui se joue et de cesser effectivement de considérer que le Rwanda est la cause, effectivement, de ces violences. Merci beaucoup, professeur Vincent Duclercq. Je rappelle que vous êtes historien, chercheur titulaire au CEPRA et que vous avez publié avec d'autres journalistes, historiens et chercheurs, une tribune dans le journal Libération intitulée « Crise en République démocratique du Congo, il faut regarder la situation en face ». Merci à vous, professeur Duclercq. Merci à vous. C'est donc avec cet entretien que nous bouclons complètement cette grande édition. Excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.